À la différence de la citoyenneté, qui est une notion philosophique dont les valeurs sont inscrites au fronton des édifices publics en France, il y a la nationalité qui est une notion juridique, c'est-à-dire on est étranger ou national. On a vu dans la section précédente, quand on parlait de la France, que la nationalité peut s'acquérir de diverses manières, par le droit du sol ou le droit du sang, dans un équilibre droit du sol et du droit du sang, qui est une tendance qui s'est imposée en France, mais aussi dans la plupart des pays européens d'immigration. Et cette situation, donc, qui prend en compte dans la population les effets des nouveaux nationaux, puisque le seul facteur de croissance de la population dans les pays européens, c'est l'immigration, arrive aussi à des cas de double nationalité. La double nationalité, c'est le fait que dans les pays d'accueil, de plus en plus, on ait développé la possibilité d'acquérir la nationalité par le droit du sol, le fait d'être né sur le territoire ou d'y avoir vécu un certain temps qui peut donner accès à la naturalisation, et que dans beaucoup de pays de départ, on soit dans un droit de la nationalité qui est défini par le droit du sang, c'est-à-dire la filiation. Pour rappeler les choses, en Europe, on a eu plusieurs étapes. On a eu notamment, disons, le droit du sol, qui était le droit hérité du système féodal. Le paysan est attaché à la terre de son seigneur et jusqu'à la Révolution française, il devait payer des taxes puisqu'il était lié à cette terre. Et donc, il y avait un système de corvées, un système de droits féodaux, etc., qui était très lié au fait que chacun était précisément plutôt un national de son territoire que d'un État qu'il percevait parfois de façon un peu floue. Donc, le droit du sol a été considéré comme un archaïsme par les philosophes des Lumières, et Napoléon Ier, qui a mis en œuvre dans ses différents codes les valeurs des Lumières, dans le Code civil, a changé le système et mis en œuvre le droit de la filiation, qui était d'ailleurs un droit romain. Et ce droit de la filiation a été appliqué à tous les pays conquis par Napoléon Ier, qui ensuite sont restés sur ce système, dont par exemple l'Allemagne, dont on a beaucoup parlé pour l'opposer à la France ensuite. Et ce droit de la filiation donc s'est révélé assez peu efficace quand ces pays sont devenus des pays d'immigration qui voulaient incorporer les nouveaux venus. L'Angleterre, en revanche, non conquise par Napoléon, on est resté au droit du sol. Et ça a été très pratique, si j'ose dire, pour ces colonies, qui étaient des colonies de peuplement, puisqu'une fois qu'on était né sur le territoire de ces colonies, on devenait un national. Donc il y avait très rapidement, pour les nouveaux arrivants nés sur le territoire, une incorporation dans la nationalité du pays d'accueil. Et c'est encore le cas aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et aussi dans plusieurs pays latino-américains. Donc en fait, le monde, si j'ose dire, se partage entre droit du sol et droit du sang. Les pays où il est le plus difficile, tous les pays d'islam sont des pays de droit de la filiation, et ça crée d'ailleurs des situations de double nationalité, puisque beaucoup de ceux qui sont nés, par exemple, sur le territoire français ou dans n'importe quel pays d'accueil aujourd'hui européen, qui ont introduit dans les années seulement 1990 cet équilibre entre droit du sol et droit du sang qu'en France on a mis en œuvre dès la fin du XIXe siècle avec la loi de 1889 sur la nationalité. Eh bien, toutes ces personnes sont des nationaux des pays d'accueil où ils sont nés, mais ils sont aussi des nationaux des pays d'origine des parents, puisque dans ces pays, c'est le droit de la filiation qui fonctionne et qui donc est la seule définition de la nationalité. On peut même être national de tel ou tel pays sans avoir jamais mis les pieds sur ces territoires. Donc cette double nationalité qui se développe à travers le monde, qui est une façon de contourner aussi le système des visas, puisque si on est européen, on n'a plus besoin dans beaucoup de pays de fournir des visas. Et c'est un phénomène qui est un indice de la modernité et de la mobilité des populations à travers le monde. Et elle se gère soit par des accords, donc de double nationalité,
soit plus souvent par une tolérance à l'égard du fait que les personnes ont la double nationalité. Un double national, c'est quelqu'un qui a non seulement deux passeports, mais qui relève dans le pays où il vit à tel ou tel moment de la loi de ce pays, sans pouvoir se prévaloir de la protection de l'autre pays, et qui inversement, quand il est dans l'autre pays, est sous le régime de la loi de ce pays et qui ne peut pas se faire protéger par cet autre pays. Donc on sépare complètement les deux et aujourd'hui beaucoup de populations issues de l'immigration dans les pays européens sont des doubles nationaux. Alors la question se pose parfois pour les allégeances parce qu'on se dit comment est-ce qu'on voit quelqu'un qui a une double nationalité va réagir dans telle ou telle situation internationale de conflit par exemple, ou est-ce qu'on peut envoyer des militaires doubles nationaux dans des pays dont ils partagent la religion, etc. Toutes ces questions ont été posées, mais la pratique montre que dans la plupart des cas, les gens respectent cette règle qui consiste à se conformer à la loi du pays dans lequel on vit et puis ensuite d'en changer quand on change de pays. Donc la double nationalité, c'est un phénomène en plein développement. Aujourd'hui, il y a plus de 90 pays qui admettent ou tolèrent ou ont conclu des dispositions de double nationalité à travers le monde. Donc la moitié des pays du monde acceptent cette situation et c'est une forme d'adaptation finalement aux fermetures des frontières en se dotant de la nationalité des pays les plus généreux pour la liberté de circulation. Autre caractéristique de ce droit de la nationalité, il peut avoir des dispositions très complexes qui sont souvent liées, qui sont un peu des exceptions au système, qui sont héritées parfois d'un passé colonial. C'est le cas par exemple pour l'Algérie, puisque comme on l'a vu dans le chapitre précédent, des nationaux qui sont donc français le sont parce qu'ils ont le double droit du sol. C'est-à-dire quand ils sont nés en France, de parents nés en France, ils sont français par exemple, et pour ceux qui sont nés à l'étranger, il faut qu'ils se fassent naturaliser, et ceux qui sont nés en France de parents étrangers sans qu'il s'agisse de l'Algérie ne deviennent des nationaux qu'à l'âge de 18 ans. Donc ça c'est une disposition particulière. On en a beaucoup d'autres avec des pays comme l'Espagne et le Portugal qui ont un régime de réciprocité pour les droits, donc avec les pays où leurs nationaux sont nombreux, notamment l'Amérique latine ou le Brésil ou les colonies portugaises. Donc ça, c'est un deuxième type de disposition. Il y a quelques pays européens qui essayent de récupérer d'une certaine façon de nouveaux nationaux avec leur population émigrée du passé, qui peuvent faire la preuve de leurs origines. Par exemple, l'Italie, qui reste un pays de droit du sang, essaye aujourd'hui de donner, dans un contexte de déclin démographique, de donner la nationalité italienne à des gens qui n'ont jamais eu cette nationalité, mais dont les 4 grands-parents étaient italiens et qui sont installés, par exemple, en Amérique latine, en Australie ou dans tel ou tel pays européens. Et puis la Hongrie, aujourd'hui, donne des passeports hongrois à des populations d'origine hongroise qui sont par exemple en Ukraine, ce qui peut être attractif puisque les Ukrainiens ne sont pas dans l'Union européenne, donc passeport Bordeaux avec exemption de visa dans beaucoup de destinations. Et on peut s'étonner finalement qu'à l'échelon européen, on n'ait pas, voulu passer le pas, puisque chaque pays donc a les mêmes droits au sein de l'Europe. C'est une citoyenneté d'attribution, une citoyenneté qui vous est donnée donc par votre nationalité, citoyenneté européenne, une citoyenneté de réciprocité. On donne des droits parce que l'autre pays donne des droits à nos nationaux. Citoyenneté hiérarchisée, ceux qui ont le plus de droits, ce sont les Européens qui vivent dans leur pays de nationalité. Puis ensuite, il y a les Européens de l'Union vivant dans un autre pays que le leur, les étrangers aussi au statut de résidents, les résidents de courte durée. Puis à la fin, on a les demandeurs d'asile et les sans-papiers. Donc, citoyenneté très hiérarchisée que cette citoyenneté européenne. Mais on peut s'étonner finalement, puisque les droits sont les mêmes pour tous les Européens, qu'on n'ait pas avancé le débat
sur les mêmes conditions d'accès en Europe à la citoyenneté européenne, donc à la nationalité dans chacun des pays européens. La thématique de la nationalité est extrêmement sensible dans beaucoup de pays européens parce que c'est là que se joue l'histoire, l'identité de chacun des pays. Donc, même si on a une sorte de convergence aujourd'hui, droit du sol, droit du sang dans la plupart de ces pays, il y a beaucoup de sensibilité sur cette thématique. Et pour l'instant, ça fait partie de la subsidiarité, c'est-à-dire c'est une règle qui fait prévaloir la dimension nationale sur la dimension européenne dans les politiques mises en œuvre. Donc on n'est pas encore dans un système d'accès égal. La même personne, un Afghan par exemple, qui vivra en France ou en Angleterre, n'aura pas le même accès à la nationalité selon le pays où il vit. Donc ça, c'est très très important. Autre élément sur cette nationalité, c'est un régime qui est très inégal de par le monde. C'est en Asie qu'il est le plus difficile d'acquérir la nationalité du pays d'accueil. Autant les grands pays d'immigration, de peuplement ont ouvert très vite avec le droit du sol la nationalité, autant les pays asiatiques sont très attachés à cette filiation. Et donc c'est en Chine qu'il est le plus difficile de devenir chinois, si j'ose dire, pour des étrangers. Le Japon aussi a un système extrêmement hiérarchisé pour l'accès à la nationalité japonaise. Même ceux qui reviennent du Japon, qui ont vécu par exemple dans l'entre-deux-guerres au Brésil, ce qu'on appelle les Nikkeijin, n'ont pas accès à la pleine citoyenneté japonaise alors qu'ils sont d'origine japonaise. Donc il y a toute une série de régimes à travers le monde, mais dans l'ensemble, on a quand même une grande séparation du monde entre d'un côté les pays de droit du sol pur, c'est-à-dire la naissance sur le territoire qui donne accès à la nationalité, et les pays de filiation pure pour lesquels il est très difficile d'acquérir la nationalité du pays d'accueil.